Bonjour, je m'appelle Agnès Marcaillou, je suis la directrice du service des Nations Unies pour la lutte anti-mine. C'est l'organe des Nations Unies qui est vraiment spécialisé dans tous les aspects qui touchent aux engins qui explosent dans les conflits et après les conflits. Nous travaillons sur les questions de maintien de la paix, de construction de la paix, mais aussi et surtout dans des urgences humanitaires. Alors, pourquoi parler de la lutte anti-mine aujourd'hui? Parce que le 4 avril est la journée internationale de la sensibilisation du monde pour les questions de lutte anti-mine. En 2005, décembre 2005, l'Assemblée générale a adopté une résolution qui a déterminé que c'était une journée qui devait être commémorée, célébrée sous des angles divers partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une question qui touche pratiquement tous les pays, que ce soit ceux qui étaient affectés par la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et des pays qui sont encore confrontés à la contamination des mines qui ont été déposées à l'époque, et aussi des munitions non explosées qui étaient tirées pendant les conflits. Mais c'est une question qui est tout à fait d'actualité et qui va malheureusement continuer à être d'actualité. Alors on parle de lutte anti-mine, est-ce que c'est vraiment la lutte anti-mine? Aujourd'hui, c'est la lutte contre tout ce qui explose. Il y a 20 ans, la société civile avec les États, dont la France d'ailleurs, et l'ONU, a porté ce mouvement jusqu'à la conclusion d'un traité d'interdiction de la production, le transfert, l'usage des mines terrestres, les mines antipersonnelles. Et c'était un instrument très important parce que c'était finalement un des premiers instruments qui mettait l'humanitaire au centre du désarmement. On traitait d'une catégorie d'armes qui devait être éliminée pour sauver la vie des gens, un aspect humanitaire fondamental. Et puis, la tendance était lancée. Donc, après le traité d'interdiction des mines, que beaucoup connaissent sous le nom de l'appellation du traité d'Ottawa, il y a eu, 10 ans plus tard, une convention d'interdiction des bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions, pourquoi? Parce que ce sont des bombes qui, une fois qu'elles sont larguées, ou des munitions qui, une fois qu'elles sont tirées, vont s'ouvrir et vont libérer des centaines de sous-munitions, des petites munitions. Et à l'époque, quand on a commencé à vraiment discuter de ce sujet, c'est parce qu'il était clair que des armes qui étaient destinées à saturer des aéroports ou à arrêter des bataillons de tanks, en fait, ces armes étaient utilisées aussi dans des zones qui étaient habitées par les civils. Et beaucoup de ces munitions n'explosaient pas sous impact. Ce qui veut dire qu'en gros, les gens qui rentraient chez eux, ou des gens qui fuyaient, ou des gens qui étaient privés de tout, surtout les enfants, voyaient des choses qui ressemblent à des petites boules de pétanque. Et puis quand on est vraiment pervers, on fabrique ces sous-munitions de couleurs différentes qui va faire en sorte que les gens sont attirés par ces munitions. Alors, tout ça, ça a créé un mouvement vraiment très important. Qu'est-ce qu'on fait le 4 avril? Le 4 avril, on rappelle au monde entier que d'abord, c'est une question toujours d'actualité, que les engins explosifs improvisés utilisés par le Shabab, Daesh et autres groupes armés, groupes terroristes, tuent de plus en plus. Mais surtout, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des violations flagrantes du droit international humanitaire. Les civils sont ciblés. Et pas simplement les militaires. Les conflits ont changé. Alors, on rappelle
à la communauté internationale que c'est pas une question qui a été, enfouie dans l'histoire au moment où la princesse Diana nous a quittés, mais c'est une question qui continue à affecter tous les jours, les civils, en particulier les enfants. La moitié des victimes dans le monde en ce moment sont les enfants. Et puis nous voyons tous ces réfugiés qui partent sur des routes, qui fuient la violence et qui vont être exposés à de la contamination. Alors qu'est-ce que fait l'ONU dans tout ça? Qu'est-ce que fait UNMAS? Eh bien, nous faisons en sorte que, d'abord, les traités soient soutenus par la majorité des États, les traités d'interdiction. Nous faisons aussi en sorte que l'information du terrain remonte aux diplomates qui prennent conscience des conséquences humanitaires, des conséquences financières, des conséquences sur le développement des pays qui sortent de conflits. Et puis, évidemment, nous intervenons dans une vingtaine de pays aujourd'hui, en masse, pour sauver des vies. Alors, sauver des vies, ce n'est pas simplement du déminage physique, enlever les mines du sol, c'est d'abord l'éducation des gens. Alors nous mettons au point, avec des experts, du matériel d'éducation pour dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut toucher, pas toucher. Et ce matériel d'éducation, il est spécifique au pays dans lequel nous opérons, il est aussi spécifique au genre, à l'âge des enfants, que ce soit des petits garçons, des petites filles, on va communiquer différemment, que ce soit des femmes, des hommes, on prend tout à fait en compte les cultures, les religions, les normes, les sociétés pour avoir un impact. Et ça va empêcher, à travers des grandes campagnes audiovisuelles et aussi des femmes, généralement des femmes locales à qui nous donnons une formation et un travail, ils vont partir dans les communautés et ils vont propager le bon message. Et puis après, bon, il y a le déminage, comme vous le connaissez. Nous sommes dans 20 pays. La France a toujours soutenu nos efforts et encore plus, je dirais, très récemment, parce que nous travaillons sur des terrains qui sont ou des terrains d'obédience francophone, le Mali, le Burkina Faso, où le terrorisme se développe, les pays du Sahel, mais nous travaillons aussi sur des secteurs humanitaires, des secteurs de droits de l'homme et l'assistance aux victimes. Voilà, donc cette année, pour le 4 avril, il y aura une emphase, on soulignera le travail que nous devons faire tous ensemble pour non seulement enrayer le désastre qui est provoqué par ces armes qui sont inhumaines et qui perdurent bien longtemps après que la paix ait été conclue, mais nous mettons aussi l'aspect sur les victimes. Alors les victimes sous quel angle? Les victimes sous l'angle de l'assistance évidemment physique, l'assistance au traumatisme psychologique. Les gens qui ont vécu sous les bombes pendant 9 ans vont souffrir de symptômes post-traumatiques et que ce soit les adultes ou les enfants, ils auront des difficultés terribles à réintégrer leur société. Ce sont des gens qui, étant soumis à la violence, retourneront dans la violence et ça, bien sûr, ça aura un impact désastreux sur la reconstruction post-conflit des pays qui auraient été affectés. L'assistance aux survivants de ces explosions, c'est aussi faire en sorte que les gouvernements ne les oublient pas et que quand on met en place un secteur de santé lors de la reconstruction d'un pays, que ce secteur de santé n'oublie pas la réhabilitation physique, mentale de ces gens et que dans la reconstruction, on n'oublie pas de leur redonner leurs droits et je dirais leur redonner leur dignité en leur redonnant un travail, une occupation et en leur donnant la possibilité de ne pas se sentir complètement vulnérables et assistés par leur communauté. On aide aussi, de facto, les communautés qui les soutiennent. Alors voilà, la contamination,
c'est relativement simple à traiter. Hein. Ce n'est pas une maladie incurable. On connaît les engins explosifs, on sait où ils sont, on sait faire des études, on sait déminer. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut des experts. Et pour avoir des experts et du bon matériel, il nous faut de l'argent. Et là, c'est l'appel que nous devons revitaliser, comme en 1997, quand la société civile a convaincu les parlementaires que les mines, ce n'était pas bien. Eh bien, il faut convaincre les parlementaires, il faut convaincre les gouvernements que tout ce qui s'appelle la lutte anti-mine et le traitement de toutes les questions périphériques à la lutte anti-mine ne doit pas être oublié et rappelé juste au moment où un diplomate ou un onusien va sortir de sa Jeep et va se demander soudainement si il doit mettre le pied par terre ou pas. Voilà. Donc, de l'argent, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Les budgets sont insuffisants et là aussi, c'est un investissement dans l'avenir. Chaque fois qu'on va donner des emplois aux victimes, quand on donne des emplois aux femmes que nous employons, quand on donne des emplois aux jeunes pour leur donner un statut, un revenu, ce qui les empêchera finalement peut-être de rejoindre des mouvements terroristes, nous préparons l'avenir du pays dans lequel nous espérons la paix sera conclue. Voilà ce que c'est que le 4 avril. Alors le 4 avril, je vais vous demander de bien le comprendre et puis d'en parler. Hein. On en a parlé quand Lady Diana le faisait. Aujourd'hui, celui qui s'est fait l'avocat de la cause et de mon service, le service de lutte anti-mine, ANMAS, c'est l'acteur bien connu Daniel Craig, qui a été particulièrement touché par ces sujets et qui nous a prêté, qui nous donne son temps et sa publicité, sa célébrité pour promouvoir le message. Alors, aujourd'hui, en tant que Française, qui parle à des Français et à des francophones, écoutez, souvenez-vous, la France nous soutient. La France s'est engagée, elle nous soutient dans des programmes en Irak, en Palestine, en Libye, au Mali, évidemment, Burkina Faso, mais vraiment de façon globale, parce que l'humanité de ce que nous faisons est aussi un ordre du jour français, quelles que soient les tendances politiques et les gouvernements. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet humanitaire. Nous vous engageons à nous rejoindre et à promouvoir les femmes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui vient très fort à l'ONU et on participe à ça. On contribue à l'avenir des jeunes en leur redonnant leur pays, contribuer à la survie de sociétés qui pourront faire pousser des légumes, qui pourront cultiver leurs terres et se nourrir plutôt qu'on leur envoie de la nourriture par avion, des gens qui pourront revenir, comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest, recréer des marchés, recréer des écoles, recréer des hôpitaux et reconstruire leur pays. L'ONU ne reste pas pour toujours dans un pays. Nous sommes là pour donner les outils et les enseignements que nous avons tirés aux pays qui ont été affectés. Nous sommes là pour faire en sorte que la communauté internationale les soutienne. L'ONU est au centre de ces efforts. Nous formons des partenariats avec la société civile, avec les gouvernements et avec les États bailleurs de fonds. Soutenez-nous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour vous présenter un sujet qui n'est pas très connu et pour vous présenter le travail que mes collègues font partout, dans ces 20 pays, en première ligne, mais aussi dans les salles de conférence à Genève, à New York et ailleurs. Merci de votre attention.